Vous vivez à Bangkok, qu'est-ce que ça change pour vous? Ah, ça change tout. C'est une énorme ambiance en fait. De toute façon, boxer dans un stadium en Thaïlande, c'est vraiment une ambiance à part qu'on a nulle part ailleurs. La boxe thaï, on a le droit aux coups de poing, aux pieds, on a le droit aux genoux et aux coudes, et on a toute la partie corps à corps aussi. Là, clairement, c'est une vie très compliquée. Vraiment. On finit par quand même relativement être assez seul. J'ai une grosse condition physique. Je peux enchaîner les combats comme quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, qui aurait que 15-16 ans. J'ai pris quelques coudes qui m'ont fait des ouvertures, donc il y a eu des points de suture sur le visage, sur le crâne. Et à chaque fois, je me dis, allez, c'est le dernier, et on sait très bien qu'une fois qu'on va redescendre du ring, non, ce sera pas le dernier. Bonjour Cindy. Bonjour. Vous êtes née à Besançon, vous avez 32 ans. Vous avez grandi à Alièze, un petit village du Jura situé près de Lons-le-Saunier. Alors je suis très contente d'être en face de vous aujourd'hui parce que c'est plutôt rare de réussir à vous croiser en France. En effet, vous vivez depuis 3 ans à Bangkok, en Thaïlande. Vous êtes sportif de haut niveau et votre discipline, c'est la boxe thaïlandaise, aussi appelée Muay Thai. À l'heure où nous parlons, votre palmarès est plutôt très bien garni puisque vous êtes 8 fois championne du monde pour environ 150 combats à votre actif et près de 100 victoires. Alors, petit retour en arrière, le sport fétiche de vos parents, c'était l'équitation, bien loin du monde dans lequel vous évoluez aujourd'hui. D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous avez appris à monter à cheval avant de savoir marcher. À 13 ans, pourtant, vous décidez de changer de sport et annoncez à vos parents que vous voulez faire de la boxe. Vous montez sur un ring et c'est la révélation. Alors, comment ont réagi vos parents à cette annonce ? Mes parents ont bien réagi. Ils ont compris que j'avais envie de faire autre chose. Ça a été un peu plus compliqué pour ma mère, forcément, de voir sa fille sur un ring, pouvoir prendre des coups, etc. etc. Mais ils m'ont toujours accompagnée, ils m'ont emmenée à l'entraînement. Et même s'ils ne venaient pas forcément voir les combats, ils étaient toujours là, au loin, au moins, pour regarder tout ça. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez voulu faire de la boxe ? Absolument pas. J'en ai aucun souvenir, même encore maintenant. Je n'ai pas vu de film, je n'ai pas eu d'anecdotes intéressantes sur le sujet, juste j'ai eu envie de faire de la boxe. Alors vous avez commencé par la boxe anglaise et petit à petit vous avez migré vers la boxe thaïlandaise. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et nous dire ce qui vous plaisait particulièrement dans cette discipline ? Alors j'ai fait de la boxe anglaise, puis du full contact, puis de la boxe thaï. En fait la boxe anglaise c'est parce que le club où j'étais à Lons-le-Saunier proposait de la boxe anglaise. C'était on va dire le plus accessible. Après, ils ont fusionné avec une association de full contact, donc il y avait possibilité de faire les deux sports. Et puis par la suite, comme la fédération commençait à prendre tous les sports de contact sous sa délégation, c'était assez facile d'accéder à de la boxe thaï. Mais j'ai commencé la boxe thaï vers 17-18 ans, il me semble, pas avant. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui connaissent mal cette discipline, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Alors, la boxe thaï, on a le droit aux coups de poing, aux pieds, on a le droit aux genoux et aux coudes, et on a toute la partie corps à corps aussi. Alors, quand je dis corps à corps, c'est du corps à corps debout. On n'a pas de partie au sol, nous. On a le droit de balayer, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de coup au sol. On a le droit de frapper aussi bien dans les jambes que dans la tête, que dans le corps. Et voilà. Combien de temps dure un combat ? Ça dépend des catégories. Chez les professionnels, on a soit du 5 rounds, soit du 3 rounds, et en règle générale, les rounds font 3 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous ressentez avant de monter sur un ring, en essayant de vous remettre un petit peu dans l'ambiance ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors, en règle générale, quand j'arrive dans la salle, donc on va dire quelques heures avant le combat, je suis assez détendue. J'arrive un petit peu comme on arrive au travail, donc je suis détendue. Après, une fois qu'on a fait les bandes et qu'on a mis les gants, souvent j'ai un tout petit moment où je me dis mais qu'est-ce que je fais encore là ? C'est bon, c'est le dernier, on a fini, on arrête là, on arrête. Et puis, une fois qu'on passe les cordes pour pouvoir monter sur le ring, je suis soulagée, je suis dans mon élément. Donc, après 150 combats, vous vous dites encore presque à chaque fois, qu'est-ce que je fais là ? Ah mais tout à fait. Et à chaque fois, je me dis, allez, c'est le dernier. Et on sait très bien qu'une fois qu'on va redescendre du ring, non, ce sera pas le dernier. Mais en soi, il y a toujours un tout petit instant où je me dis, non, mais pourquoi je suis encore là ? Qu'est-ce qui vous fait revenir alors ? La passion, je pense. Oui, je pense que c'est la passion, tout simplement. Alors évidemment, comme tout sport de combat, il faut savoir donner des coups, mais il faut savoir aussi en recevoir. Et en boxe thaï, on en reçoit beaucoup. Comment est-ce qu'on apprivoise la douleur ? Comment est-ce qu'on gère les blessures ?
Alors, on apprivoise la douleur. Je pense qu'avec l'entraînement, de toute façon, notre corps s'endurcit. Forcément, on fait du sparring, on prend des coups à l'entraînement aussi. Donc, c'est quelque chose, du coup, on va contre notre instinct. On ne fuit plus les coups, on est habitué à les prendre. Qu'est-ce que c'est du sparring ? Les sparring, c'est quand on fait une opposition comme un espèce de mini-combat, mais avec moins de puissance à l'entraînement. Souvent, à l'entraînement, on a les protections, alors qu'en combat, on les a plus. Mais du coup, c'est vraiment pour se mettre dans le jeu du combat à l'entraînement. Et en soi, comme on prend des coups régulièrement à l'entraînement et qu'on a appris tout ce qui est esquive, blocage ou autre, en soi, ça fait partie du jeu, tout simplement. Les blessures, c'est quelque chose de différent. Ça va dépendre de l'intensité de la blessure. Est-ce qu'elle va nous mettre à l'arrêt longtemps ? Est-ce que ça va nous empêcher de nous entraîner ? Ou est-ce qu'on va juste s'adapter ? Après, la blessure fait partie malheureusement de la vie du sportif et il faut savoir faire avec. Et vous le dites d'ailleurs, votre corps a changé au fur et à mesure des années de boxe. Là, ça se voit pas en l'occurrence, mais voilà, vous avez des talents de maquilleuse. Apparemment, vous avez des points de suture sur le crâne, à de nombreux endroits. Oui, on voit, de toute façon, avec les coups, on voit le visage notamment changer. J'ai pris quelques coudes qui m'ont fait des ouvertures, donc il y a eu des points de suture sur le visage, sur le crâne. Je me suis fracturé le nez il y a très longtemps aussi, donc pareil, on ne le voit pas forcément parce que ça a été bien remis, mais moi je vois la différence. Et puis même, avec les années, on voit le visage qui change, non seulement avec l'âge, mais aussi avec la boxe forcément. Comment est-ce que ça se passe avec vos adversaires ? Est-ce qu'il y a une rivalité en dehors des rings ? Est-ce qu'il y a un peu un folklore, des choses qu'on peut retrouver un petit peu en MMA avant les combats ? En boxe thaï, ça se passe comment ? Alors, pas du tout. Alors, en règle générale, en boxe thaï, en plus, le monde du Muay Thai féminin est assez petit, donc on se connaît quand même relativement toutes. Moi, je suis amie avec certains de mes adversaires. Des filles avec qui on pourrait se recombattre en plus, carrément, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ce qui est trash talking ou autre, qui est souvent mis en scène dans le MMA, nous, on l'a moins. Ça peut arriver notamment avec des adversaires qui seraient étrangères, donc à la Thaïlande. En règle générale, il n'y a pas ça avec les Asiatiques, mais on pourrait le retrouver avec des filles d'autres nationalités. Donc ça arrive qu'il y en ait. Moi, c'est absolument pas mon délire. Je suis incapable de faire la méchante à une pesée, par exemple. En règle générale, je souris, je rigole. Si je ne viens pas avec une peluche pour faire mes photos de pesée, donc vraiment, c'est vraiment pas moi. Si je vous demande quelle est votre plus belle victoire ? Alors, je dirais que c'est un combat qui remonte maintenant à peut-être bien 3 ou 4 ans, où je boxais une Thaïlandaise qui s'appelle Rognapa, qui était la première boxeuse, il me semble, élue meilleure boxeuse en Thaïlande, et elle était reconnue comme top 1 au niveau du corps à corps. Et en fait, le jour où on s'est combattu, son coach est venu dans les vestiaires avant le combat et nous a dit « on est désolé pour la défaite » en avance. Et malheureusement, elle prend un KO dans le deuxième round. Malheureusement, pour elle, elle prend un KO dans le deuxième round. Et même si elle se relève au niveau du comptage, j'étais déjà large au-dessus. Ça vous a un peu énervé, la petite provocation d'avant-combat ? Alors, ça m'a même pas énervé, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais en tout cas, c'était vraiment une belle victoire parce qu'elle était vraiment très, 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 très dure, cette boxeuse, vraiment. Et votre plus dure défaite ? Alors, je dirais que c'est une défaite en Angleterre contre une boxeuse anglaise qui est une légende de la boxe thaï qui s'appelle Iman Barlow. Et en fait, là où ça a été dur, c'est que moi, dans le premier round, je lui mets un coup de coude, ça lui ouvre le visage, on continue le combat, ce qui est normal. Et dans le deuxième round, c'est moi qui prends un coup de coude, ça m'ouvre le visage et ils arrêtent le combat. Et j'ai trouvé ça un tout petit peu injuste et la défaite a été assez compliquée parce que le combat aurait pu finir, on savait largement qu'on avait les deux les ressources. Oui, parce qu'il y a aussi un arbitre ou une arbitre et ça joue aussi beaucoup sur le combat, la physionomie du combat. Exactement, et là malheureusement pour moi l'arrêt était bien prématuré. Parce que c'est quoi les règles ? Comment est-ce qu'on compte les points ? Alors c'est technique, mais est-ce qu'il y a un petit peu des tendances pour qu'on comprenne mieux ? Alors disons que le comptage des points va vraiment dépendre déjà du pays où on est en règle générale. Je dirais même ça va plus loin parce que le comptage de 5 rounds n'est pas le même que le 3 rounds. Il y a même des subtilités dans certains stadiums en Thaïlande.
Mais on va dire qu'en règle générale, notamment en France ou sur du format 3 rounds, ça va être vraiment l'efficacité des coups. Quelqu'un qui va être plus agressif et plus percutant va vite prendre l'ascendant sur le combat. Après, il y a toute la partie corps à corps qui est très mise en avant en Thaïlande, donc qui va vraiment prendre des points à la domination du corps à corps. Et puis, toute la partie technique. Par exemple, quelqu'un qui va reculer, mais mettre des coups plus puissants et plus efficaces que quelqu'un qui ne fait qu'avancer, il va gagner le combat aussi. C'est vraiment l'efficacité des coups qui fait la différence. Mais par contre, quand il y a une plaie ouverte, là, le combat s'arrête. Disons qu'en Europe, effectivement, la plupart du temps, quand il y a une grosse coupure, le combat est arrêté. En Thaïlande, vraiment, pour arrêter un combat, il faut vraiment que la blessure elle soit vraiment très, très profonde. Et vraiment, en règle générale, tant que ça s'arrête avec de la vaseline dedans, ils n'arrêtent pas le combat en soi. Et puis après, il y a aussi le KO au corps, le KO technique quand quelqu'un est vraiment submergé, et le KO cérébral qui peut arrêter le combat aussi. Vous avez un surnom, il est inscrit sur votre short pendant que vous combattez, c'est Cyborg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il est même inscrit sur ma cuisse, je l'ai tatoué aussi sur la cuisse. En fait, c'est venu du fait que je suis dans le coin, je suis un robot. C'est-à-dire que la personne qui me parle dans le coin, le coach qui me parle, je vais écouter, imbiber ce qu'il me dit et je vais à la limite répondre oui, 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 et c'est tout. Et en Thaïlande, j'ai ce surnom aussi parce que j'ai une grosse condition physique qui fait que je m'arrête jamais. Et même à 32 ans, ce qui est relativement vieux pour un boxeur là-bas, je peux enchaîner les combats comme quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, qui aurait que 15-16 ans. Donc voilà, le surnom a plusieurs casquettes. D'ailleurs, en Thaïlande, vous boxez à peu près toutes les 3 semaines. C'est un rendement qui est particulièrement élevé? C'est un rendement qui est particulièrement normal pour la Thaïlande. En fait, quand on est jeune, on peut boxer beaucoup plus parce que du coup, on peut aller boxer dans plusieurs stadiums plus petits, donc moins avec des grosses échéances à chaque fois. En règle générale, les grosses échéances reviennent toutes les 3-4 semaines et entre-temps, on peut avoir des petits combats. Des combats moins importants au niveau de l'enjeu qui peuvent se caler un peu en dernière minute, quoi. Je l'ai dit en intro, vous vivez à Bangkok. Qu'est-ce que ça change pour vous de vivre là-bas et pour votre carrière sportive par rapport à ce que vous faisiez en France? Alors ça change tout. Déjà, au niveau de l'accès à l'entraînement. On a tous les gyms là-bas, c'est un travail de boxer. Donc tous les gyms sont ouverts en règle générale 6 jours sur 7. Donc les gyms, c'est les équipes? C'est les endroits où on s'entraîne. On appelle ça un gym ou un camp. Et donc là-bas, c'est vraiment un travail à temps plein. Donc ils sont ouverts le matin et l'après-midi, 6 jours sur 7. Donc on s'entraîne matin, après-midi, 6 jours sur 7, ce qu'on a difficilement en France. C'est-à-dire qu'en France, en règle générale, le sport est associatif. Donc même si on a quelques cours le soir, si on veut s'entraîner le matin, il faut s'arranger avec des entraîneurs particuliers ou autres. Mais en tout cas, on n'a pas ce rythme très matin-soir, tout le temps avec les mêmes personnes. Là, on est toujours les mêmes, on a toujours nos entraînements qui sont prévus, on sait que ça ne changera pas. Trouver des fights, c'est quand même beaucoup plus simple en Thaïlande puisque ça boxe quasiment tous les jours. Donc c'est beaucoup plus simple au niveau du management à trouver des combats là-bas. Et puis sinon, sur le côté vie personnelle, il fait quand même vachement plus chaud, donc c'est quand même plus cool. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à... Parce que la Thaïlande, c'est quand même une culture extrêmement différente de la nôtre. C'est pas la même langue, c'est pas le même alphabet. Je crois que vous avez appris à parler thaïlandais. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'ai pas eu trop de mal à faire le passage vers cette culture-là. Je me suis toujours sentie bien là-bas, donc ça n'a pas été un problème. L'apprentissage de la langue, en fait, il se fait au fur et à mesure parce qu'on est tout le temps entouré de Thaïlandais en règle générale, donc à un moment donné, il faut oser. Donc j'ai mis assez longtemps, par contre, à oser parce que je voulais faire des belles phrases et tout, alors qu'en fin de compte, avec juste du vocabulaire, ils sont très contents quand déjà on arrive à prendre le pas là-dessus. Alors j'avoue que par contre, l'alphabet, on n'y est pas encore. Ça va devoir attendre encore un petit peu. Donc vous l'avez dit, au niveau des entraînements, de la prise en charge des athlètes, c'est beaucoup plus abouti. Quel regard vous portez justement sur finalement votre pays d'origine par rapport à la prise en charge du sport de haut niveau? Il n'y a absolument rien qui est fait dans le bon sens pour le sport professionnel français, malheureusement. Alors peut-être dans certains sports, comme le football masculin, là c'est vraiment différent.
Mais actuellement, il n'y a pas assez de moyens financiers, humains, matériels pour les autres sportifs. C'est-à-dire que la plupart des sportifs, ils doivent se débrouiller pour créer leur écosystème d'entraînement. Certains sportifs, on le voit sur les Jeux Olympiques, se plaignaient clairement des conditions financières qu'ils avaient pour pouvoir survivre, pour représenter le pays dans nos propres Jeux Olympiques. Non, on est vraiment en retard là-dessus. Alors effectivement, la Thaïlande, c'est quand même très à part parce que la boxe thaï est clairement un métier là-bas. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que la France soit une nation sportive, malheureusement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont fait comme vous et qui se sont expatriés en Thaïlande pour pratiquer leur sport ? Alors, on a deux sortes d'expatriés, d'immigrés en Thaïlande sur la boxe thaï. On a des personnes qui vont venir plusieurs mois à l'année parce qu'elles n'ont pas forcément le souhait d'habiter là-bas. On a quand même énormément d'étrangers qui viennent faire plusieurs mois à l'année, combattre, etc., qui rentrent dans leur pays d'origine, notamment pour des raisons financières, familiales, et qui reviennent. Donc ça, c'est quand même un cycle qu'on a beaucoup. Des gens qui viennent peut-être qu'une fois, puis on en a d'autres qui viennent vraiment de façon cyclique. Et après, on est quand même beaucoup moins à avoir pris la décision d'immigrer totalement en Thaïlande. Mais la plupart, on va dire, des grands champions, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, à quoi ressemble votre quotidien ? Par exemple, une semaine type, combien de fois vous vous entraînez, combien de temps ? À quoi ça ressemble votre vie là-bas ? Alors, c'est très simple. La semaine, elle est du lundi au samedi. Là-bas, j'ai le dimanche en jour off, mais au niveau de l'entraînement, c'est du lundi au samedi. Donc, le premier entraînement, il est à 7h le matin. En règle générale, on finit vers 9h, 10h, suivant la taille de l'entraînement. Après, on va manger et moi, je travaille parce que je ne fais pas que boxer. Donc, je travaille à ce moment-là. Et on retourne à l'entraînement à 15h, 15h30. Et cet entraînement-là, il termine vers 18h30, 19h, suivant l'intensité. Et après, je retravaille un petit peu. Je remange entre tout ça, parce que je mange beaucoup, mais je retravaille un petit peu. Et en règle générale, à 22h, 22h30, je suis couchée pour reprendre le lendemain. Et ça, du lundi au samedi. Donc des journées particulièrement intenses et énergivores. Effectivement. Alors, on va parler justement de ce que vous faites quand vous n'êtes pas en train de boxer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, du coup, je suis à mon compte dans tout ce qui est la relation école-entreprise et je fais aussi du recrutement et tout ce qui est business développement, relations clients, donc tout ça à distance. Et je propose ça pour tout type d'entreprise. Alors, la plupart de mes clients sont en Europe, pour le coup. Tout type d'entreprise en francophone, anglophone, et voilà. Est-ce que c'est dur de jongler entre les deux ? Pas du tout. Alors en fait, j'ai toujours été transparente avec les deux côtés. C'est-à-dire que donc maintenant, je suis à mon compte. Donc tous mes clients connaissent ma position de sportive, savent que je ne vis pas forcément sur le même sur le même fuseau horaire qu'eux. Donc ils sont vraiment tous au courant, c'est très transparent. Et au niveau de l'entraînement, je préviens. Parfois, je vais avoir des grosses attentes au niveau de ma clientèle. Donc l'entraînement, je sais que je vais être un peu plus fatiguée et tout. Et je pense que le fait d'avoir été très transparente avec les deux côtés, ça aide à ce que tout se passe bien. Est-ce que ça vous permet de vivre correctement financièrement ? Comment ça se passe pour vous en tant que sportif de haut niveau en Thaïlande ? Comment est-ce que vous êtes rémunéré ? Est-ce que c'est au combat ? Est-ce que vous avez un contrat à l'année ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, quand on est sportif en Thaïlande, il y a plusieurs façons de faire. Soit on est, par exemple, totalement sponsorisé par un gym. Et donc, du coup, on ne paye pas les entraînements. Et lorsque un combattant va avoir un combat, il va récupérer peut-être un tout petit pourcentage de sa bourse, puisque le plus gros pourcentage va partir au gym. Après, on a une autre solution, c'est celle de négocier avec le gym un prix au mois. Donc, on paye, par exemple, 200 € par mois au gym pour pouvoir s'entraîner tous les jours. Et lorsqu'on va combattre, on va garder 80% de nos primes, voire 100% de nos primes, uniquement. Et c'est un calcul qu'il faut faire, savoir si est-ce qu'on a suffisamment de primes pour se permettre de payer un peu le gym et de préférer en garder une grosse partie, ou est-ce qu'on a envie de totalement, quasiment tout leur donner parce qu'on est encore dans un niveau qui ne nous permet pas de vivre avec nos primes. Moi, actuellement, je vis avec mes primes, surtout que je boxais aussi en dehors de la Thaïlande, je viens en Europe, j'anime des stages. Donc moi, mon écosystème du Muay Thai me permet d'avoir suffisamment de ressources pour me permettre de dire, non, je vous paye un peu tous les mois et c'est moi qui décide de ce que je vous donne en plus quand je combats. Voilà. Là, vous êtes en France parce que vous avez un combat dans quelques jours.
Là, c'est des choses qui sont prises en charge par les organisateurs. Comment ça se passe aussi quand vous revenez en Europe depuis la Thaïlande? Tout à fait. Alors, quand on arrive à un niveau professionnel, quand un promoteur décide de nous faire venir, c'est lui qui prend en charge tout ce qui est transport, hébergement, etc., etc. Et en plus, il nous rémunère pour le combat. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, les sports de combat sont particulièrement traumatisants pour le corps, même si ça se voit pas là. C'est évidemment beaucoup de sacrifices, hein. On en a discuté un peu ensemble en préparant cet entretien. Et il y a aussi quelque chose auquel on pense pas souvent, c'est la gestion du poids. Par exemple, vous combattez dans quelques jours dans la catégorie 52 kilos, mais c'est pas le poids que vous faites la plupart du temps. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe justement cette gestion du poids, puis les frustrations que ça engendre aussi? Alors, pour le coup, ce combat-là, il est à 53,5 kg, donc ça va encore. Mais en règle générale, je combats entre 52 et 54 kilos. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, je ne fais pas 52, 54 kilos. Je suis plutôt aux alentours de 60. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut perdre une partie de notre poids en jouant avec l'alimentation. Mais moi, pour ma part, j'aime beaucoup manger, donc je déteste faire ça. Et après, on a toute la partie qu'on appelle le cutting. Alors là, je mets un gros warning là-dessus, hein. On ne cut que quand on est boxeur professionnel, que quand on est encadré par une équipe qui nous apprend à le faire. On ne cut pas quand on est amateur, on ne cut pas quand on veut juste perdre du poids. Et on fait ça en étant encadré parce que ça reste une pratique dangereuse. Donc en fait, le but, c'est de perdre le maximum d'eau et de glycogène de notre corps pour pouvoir faire un poids à un instant T. Mais on va dire que c'est du poids un peu fake, parce qu'on s'est juste vidé d'eau, on est juste déshydraté, on a juste perdu du glycogène. Donc effectivement, on peut perdre 8 kilos très vite, mais par contre, on va claquer des doigts, on va les reprendre. Comment on gère ça psychologiquement? Parce qu'un cut, c'est ne pas manger en fait. Il y a un moment du cut où on ne mange pas, on ne boit pas forcément. Effectivement, psychologiquement, en fait, ça fait partie du travail. Disons que quand on devient pro, on part du principe qu'on est pro, un combat c'est un travail et la préparation du combat c'est un travail. Donc quand on va au travail le matin, ça nous arrive de ne pas aimer faire une tâche, là c'est pareil, on n'aime pas la faire non plus. Et jusqu'à quel âge vous pensez pouvoir continuer à boxer à un tel niveau? Alors tous les ans je me dis je boxe encore 10 ans. Honnêtement, je me suis jamais mis de limite. Je me dis que si je peux encore boxer 10 ans, c'est magnifique. Et puis si dans 2 ans ou si dans 5 ans, mon corps il en a marre, mon mental en a marre, je peux arrêter aussi. C'est vraiment... je pense que chaque boxeur, on saura, chaque boxeur ou boxeuse, on saura quand il faut arrêter. Et il faudra juste faire le bon choix à ce moment-là. Mais en tout cas, je me mets pas, cette année-là, j'arrête. Vous avez dit une phrase... Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit « Je suis très heureuse, mais je ne souhaite à personne le genre de vie que j'ai ». Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, c'est une vie très compliquée. Vraiment. C'est énormément de sacrifices. Parce que quand on décide de partir dans le sport, dans le sport de haut niveau, on est souvent mis de côté parce que on n'est pas comme les autres, on décide de faire des choix qui fait qu'on ne sort pas forcément, qui fait qu'on doit dire non à tel restaurant ou peut-être que quand les amis ils ont envie d'aller faire un truc à l'instant T, nous on est en préparation donc on peut pas, donc on finit par quand même relativement être assez seul. En plus, la boxe thaï nous emmène souvent en Thaïlande, donc c'est forcément loin de notre pays d'origine, ce qui peut être quand même très compliqué à vivre. Et puis, alors là, je parle surtout pour la boxe thaï, mais c'est quand même un sport où on est en surentraînement permanent. Donc c'est quand même une vie qui est quand même assez intense. Il y a beaucoup de sacrifices et on n'a pas forcément la reconnaissance de tous ces sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir l'intelligence de se créer sa vie à côté pour le futur. Parce qu'on la vit à 100 à l'heure, notre vie. Par exemple, là, je reviens juste une semaine, par exemple, je boxe le 24 en France, mais je repars en Thaïlande. Et le 28, je boxe déjà en Thaïlande. C'est vraiment, on est tout le temps à 100 à l'heure. Et au milieu de tout ça, il faut quand même garder suffisamment d'intelligence pour se dire il y a une vie après, parce que cette vie-là ne nous aura pas rendu millionnaires. Donc il faut prévoir l'à côté, l'après, en plus de cette vie-là. Donc c'est vraiment une vie, on est assez solitaire quand même. On le sait, les femmes elles sont peu représentées, même si ça progresse dans les sports de combat.
Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a des barrières que vous avez dû franchir parce que vous êtes une femme? Alors, pas forcément. Alors, je sais que je vais à l'encontre de beaucoup de discours pour le coup. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Alors, effectivement, il y aura toujours 2-3 petites réflexions parce qu'on va être dans une salle en brassière ou autre et il y en a, ils ont du mal à avoir un petit bout de peau. Mais en soi, on m'a jamais dit non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une femme. Non, tu ne peux pas rentrer dans mon gym parce que tu es une femme. Non, on va pas te manager parce que tu es une femme. Vraiment, moi, j'ai pas eu cette problématique-là. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai toujours su l'imposer naturellement dès le départ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais eu plus à m'imposer qu'autre chose, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile en Thaïlande, finalement, d'être boxeuse thaïlandaise qu'en France? Non, alors pas forcément. Je pense que c'est l'entourage qu'on choisit qui fait ça aussi. Je pense qu'on peut tomber en France dans des endroits où ça ne matche pas forcément avec l'énergie féminine et ça peut être aussi comme ça en Thaïlande. Donc en soi, il n'y a pas forcément... Enfin, moi, j'ai pas eu la problématique ni en France ni en Thaïlande, en tout cas, de devoir me battre juste parce que je suis une fille. Donc vous boxez parfois dans une arène qui s'appelle Lumpini. Mhm. C'est l'un des stades les plus connus au monde pour la boxe thaïlandaise. Et il est ouvert aux femmes que depuis septembre 2021. Est-ce que vous y avez boxé? Qu'est-ce que ça fait qu'un établissement comme ça soit désormais accessible aux femmes? Alors j'ai boxé quasiment juste après l'ouverture justement aux féminines. C'était presque un choc du coup de le voir enfin s'ouvrir aux femmes parce qu'on pensait vraiment pas que ça allait arriver aussi vite. Effectivement, avant il y avait des combats féminins, mais on n'avait pas le droit de rentrer dans le ring qui était à l'intérieur de l'arène. On était sur un ring extérieur, sur un parking, mais en soi, ça a été une belle avancée du coup pour le Muay Thai de pouvoir voir les femmes aussi bien au Lumpini qu'au Raja. Ce sont vraiment les deux gros stadiums les plus importants actuellement. Il y en a d'autres comme l'Om Noi et tout, mais là on n'y est pas encore sur l'ouverture féminine. Mais en tout cas, sur ces stadiums-là, ça a permis aussi de montrer que le Muay Thai féminin existait. Aussi bien aux médias que pour la Thaïlande, quoi. Donc il y a un engouement particulier aussi pendant vos combats dans des endroits comme ça. Et combien ça représente de spectateurs Alors, on ne se rend pas forcément compte du nombre de spectateurs, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on compte. C'est pas comme un organisateur en France où il sait qu'à la fin, il a vendu tant de tickets. Là, nous, on est combattants, on s'en fiche un peu du nombre de personnes qu'il y a. En tout cas, en termes d'ambiance, qu'est-ce que ça peut donner juste pour qu'on se rende compte un petit peu? C'est une énorme ambiance. Vraiment, je pense qu'on rentre facilement sur du 2000 personnes minimum. Et c'est une énorme ambiance, en fait. De toute façon, boxer dans un stadium en Thaïlande, c'est vraiment une ambiance à part qu'on a nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment... Mais on peut avoir cette ambiance-là aussi bien au Lumpini que sur un mini-stadium. C'est vraiment l'ambiance de l'écosystème Muay Thai en Thaïlande qui fait ça, qui est vraiment différent. Qu'est-ce que ça donne justement pour qu'on se rende compte aussi de ce que représente ce sport dans ce pays-là, pour les gens? J'aurais tendance à dire comme le football en France, même plus, hein, parce qu'ils sont quand même... Enfin, on a des événements quasiment tous les jours, dans quasiment tous les stadiums. Ça représente beaucoup d'argent. Les gens vous reconnaissent quand vous faites vos courses? Ça m'arrive. En plus, le côté cheveux roses, ils apprécient beaucoup. Mais du coup, oui, c'est quand même un écosystème qui est très financier en plus chez eux, parce qu'ils ont tout le côté Paris et tout. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, la boxe thaï là-bas. Donc, justement, pour parler aussi de cet aspect-là, puisque les sports de combat, on sait, ils sont soumis beaucoup à l'environnement du Paris. Quel regard vous portez là-dessus? Parce qu'on connaît aussi les dérives que ça peut supposer... tout cet écosystème des paris? Alors, je parie beaucoup. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. Alors, je pense que ce qu'il faut, là où il faut être vigilant, c'est à ne pas se mettre en difficulté financière pour ça. Effectivement, parier juste avec ce qu'on a et pas plus que ce qu'on a, vraiment pas se mettre en difficulté. Mais en soi, le pari fait partie du jeu en Thaïlande et ça, en plus, ça peut nous rapporter des bonus au niveau des bourses, au niveau des combattants. Et c'est vraiment quelque chose... Demain, sans le pari, la boxe thaï, ça me paraît compliqué quand même.
Ah oui, ça, c'est vraiment, Ah oui, c'est vraiment quelque chose de fait très, partie très du- important. Ça fait vraiment partie du jeu. Mais vous pariez sur des combats de vos adversaires, sur des combats masculins, sur... Sur n'importe quel combat. En fait, quand on est pris dans le jeu, on a les fight cards qui sortent tous les jours et on parie sur toutes les fight cards. Alors, il y a un sujet aussi que vous souhaitiez aborder et qui est hyper intéressant. Vous m'avez dit que vous aviez envie de faire de la prévention. Mhm. Notamment pour les jeunes qui ont envie de faire votre sport, qui rêvent peut-être d'avoir une carrière comme la vôtre. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Alors, je souhaite leur dire plusieurs choses. La première chose, c'est que même avant même que votre carrière elle commence, pensez déjà qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Vraiment, parce que je vois trop de jeunes qui pensent que la boxe thaï, ça va leur permettre de vivre, qui imaginent qu'ils vont arriver en Thaïlande et qu'ils vont gagner 2 000, 3 000 euros par combat. On est très, 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 très loin de ça. Donc vraiment, c'est très important de se dire qu'il y a la carrière sportive, c'est une chose, mais par contre, il faut absolument se prévoir un à côté et un après. Parce que ça va très vite, hein. La fin de la carrière, elle arrive très, très vite quand même. Même si j'espère qu'il me reste encore 10 ans, mais vraiment, il faut vraiment prévoir la page d'après. Et je dirais que l'autre prévention, c'est vraiment de bien choisir son entourage et de ne pas hésiter à totalement couper les ponts avec certaines personnes de son entourage si on sent que ça ne matche pas avec la carrière sportive. Si on sent que ça va à l'inverse de ce qu'on pense, si on sent que la personne, elle nous tire vers le bas, faut pas hésiter à savoir se protéger dans le milieu sportif parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes dans le milieu sportif. Vous pensez que ouais, les sportifs sont particulièrement exposés à des personnes qui pourraient être mal intentionnées? Exactement. En fait, on est souvent solitaire à cause de nos carrières, donc du coup, on peut avoir tendance à se rapprocher très vite ou trop vite de certaines personnes. Et du coup, si ça ne matche pas avec ce que nous, on veut faire, avec les ambitions qu'on se donne, il faut arrêter. Parce que la carrière, on l'aura qu'une fois. En règle générale, on n'a qu'une seule chance d'avoir une carrière. Et si on la fusille à cause d'une ou de plusieurs personnes, notre chance, elle est finie. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique dans ce genre de carrière ou c'est vous qui devez prendre en charge cet aspect-là? Alors, déjà, dans le sport français, je pense que c'était tabou assez longtemps. Dans le sport thaï, on en est encore très loin de s'occuper du mental du boxeur. En fait, je pense que souvent, le boxeur, on est vu comme quelqu'un de très fort, donc il n'y a pas besoin d'accompagner mentalement. Alors qu'en fait, si, justement, la santé mentale, elle est aussi importante que la santé physique. Je dirais même que je préfère faire un combat avec 50% de ma santé physique et 100% de ma santé mentale que le contraire. C'est-à-dire que 50% de ma santé mentale et 100% de ma santé physique, je sais que mon combat, je peux le perdre. Et vraiment, il est important de penser à notre santé psychologique, que ce soit en tant que sportif ou non, mais vraiment en tant que sportif, quand on commence à se sentir mal, il faut savoir s'écouter et il ne faut pas hésiter à aller parler. Merci beaucoup, Cindy. Avec plaisir.